Le livre de plage, le bouquin de chevet, la BD Souvenirs d'enfance, le roman qui fait pleurer, le polar qui nous tient compagnie dans le tube, toute la littérature est dans À la page sur FRL. Avant le père Castor, il y avait Paul Fauché, qui était libraire à Lyon. Et étant libraire, Flammarion lui a demandé de remettre sur pied la librairie du Havre, qui avait beaucoup souffert pendant la guerre de 14-18. Donc mon père arrive au Havre en 1920, par là, ou 21 ou 22. Et il était persuadé que le livre devait être communiqué d'une façon beaucoup plus large. Et arrivant au Havre, il crée avec les mariniers capitaines au long cours une petite revue où il indique quels sont les livres qui paraissent et qu'ils ont à diffuser. Il crée une lettre qu'il adresse à tous les conseillers culturels des pays où se rendent ces capitaines. Et il y en a un qui arrive à Londres et un certain monsieur Guérit, qui travaillait à l'ambassade de France à l'époque, découvre ce petit fascicule où on propose les livres français au prix de France et non pas avec la tabelle qui consistait à multiplier par 4, par 5 le prix du livre français à l'étranger. Mon père, à ce moment-là, fait même concurrence à Hachette en proposant dans tous les pays où passaient ces capitaines du livre français au prix français. C'est comme ça qu'il a équipé l'université de Johannesburg et toute la chaîne des hôtels du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Et ce monsieur Guérit, qui travaillait donc à l'ambassade de France, dit « Tiens, à sa femme qui était originaire du Havre, tu devrais aller voir ce Paul Fauché, au Havre, il fait des choses intéressantes. » Et cette madame Guérit était une fervente disciple d'un certain monsieur Cousinet, qui a laissé son nom en psychologie et qui avait créé la Nouvelle Éducation, une revue, la première revue sur la Nouvelle Éducation. Donc Madame Guérit arrive au Havre et elle parle de la nouvelle éducation à mon père. Il faut dire que mon père a eu une enfance très particulière qui lui avait forgé un certain nombre de principes sur l'éducation en comparaison avec ce qu'il avait lui-même subi et qu'il ne voulait pas que les enfants subissent. Par conséquent, en écoutant cette Madame Guérit, il se dit « mais voilà, j'ai trouvé un thème qui me passionne » et il se dit lui-même sergent recruteur de la nouvelle éducation. Et il va donc réunir les éducateurs dans sa librairie le soir et il va faire un certain nombre de conférences sur l'éducation nouvelle. Et c'est lui qui va créer plus tard le Bureau français d'éducation nouvelle. Et c'est à ce moment-là qu'il publie, en relation avec Ferrière, le livre de Bacoulé, qui est une expérience absolument fantastique. Qu'est-ce que c'est le livre de Bacoulé, s'il vous plaît ? Il y a un livre qui existe toujours au PUF qui s'appelle Bacoulé, l'enfant terrible de la pédagogie tchèque et qui raconte l'histoire de Bacoulé et ses expériences tout à fait extraordinaires puisque Bacoulé est un des piliers du père Castor, on peut le dire, puisqu'il prétendait que tout instituteur intelligent devait pouvoir avoir le droit de faire des expériences pédagogiques avec ses enfants. C'est ce qu'il a fait en contradiction avec les indications des inspecteurs. Il s'est donc trouvé très souvent en porte-à-faux avec l'administration austro-hongroise de son pays, puisque la Tchécoslovaquie n'existe pas encore, elle est sous protectorat autrichien. Il faut dire aussi que beaucoup de Tchèques rêvaient à un panslavisme qui les aurait détachés des pays germanophones tels que l'Autriche. Est-ce que votre père était tchèque ? Non, mon père était français, il était limousin, et comme son nom l'indique, un nom très répandu en Limousin. C'est pour ça que je posais la question, j'étais un peu étonnée. Et alors, c'est ma mère qui était tchèque. Ma mère qui était tchèque, et je vais vous raconter la suite, puisque vous la voulez. Donc, Bacoulé, ne pouvant plus faire ses expériences pédagogiques dans le cadre de l'éducation nationale, accepte la proposition d'un chirurgien orthopédiste qui s'appelait Jedlička,
de devenir l'instituteur des enfants que Jedlička opérait. Et donc Bakoulé a demandé à s'informer de ce qu'était qu'un institut pour enfants handicapés. Et il a fait toute une recherche dans différents établissements allemands, du reste, à l'époque, où les Allemands étaient probablement en avance sur le plan de l'éducation des enfants handicapés. Et après s'être fait lui-même son propre cahier des charges, il accepte de devenir l'instituteur d'enfants handicapés. Et avec ces enfants handicapés, il a obtenu des résultats absolument fantastiques. J'en citerai qu'un exemple. Frantic, qui était né sans bras, était capable de remonter sa montre avec ses doigts de pied, d'écrire avec son pied. Bref, il a donné aux enfants comme objectif d'avoir à relever le défi de leur handicap, plutôt que d'être soutenus, etc. Il fallait qu'au contraire, ils prouvent qu'ils étaient capables de faire aussi bien. Et ils ont fait très souvent beaucoup mieux. J'en ai rencontré certains en 70, quand je suis allé en République tchèque, pour les interviewer, et j'étais tout à fait stupéfait de leur vitalité, de leur courage, de leur enthousiasme. Donc cet enthousiasme-là, Bakoulé avait su le donner aux enfants. Mais il a fait encore une expérience tout à fait étonnante, c'est que la guerre de 14-18 éclate, les Tchèques font une guerre à contre-cœur, et les blessés tchèques, les amputés tchèques, on les menace d'aller se faire réappareiller et réhabiliter à Vienne. Vienne, c'est la capitale de l'Empire austro-hongrois. Bakoulé décide de les garder à Prague et transforme l'Institut Jedlička en centre d'accueil pour mutilés de guerre. Et chacun de ses élèves devient le page d'un mutilé. Et ces enfants-là deviennent des ferments d'enthousiasme pour ces mutilés. Je crois que c'est une expérience assez unique de coéducation d'enfants handicapés et de mutilés de guerre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces méthodes éducatives ? Eh bien, il se trouve qu'il y a eu un régime communiste qui a complètement éliminé tout ce qui était original. Et les citations de Bakoulé ont été arrachées des revues, ont été supprimées de la mémoire. Mais il faut dire qu'actuellement, les Tchèques redécouvrent Bakoulé, un peu grâce aussi à Meusac, où ils viennent, en ce moment, nous avons 4 étudiants tchèques qui viennent étudier les archives de Bakoulé que nous avons pu rassembler et sauvegarder. À Meusac, dans la maison du Père Castor. Voilà. Sur la fin de sa vie, Paul Fauché a créé l'école du Père Castor qui se trouvait à Paris, 131 boulevard Saint-Michel. Et c'était une école bien avant 68 où l'écolage était à la mesure des revenus des parents. Si bien que les gens qui étaient moins aisés payaient moins cher que ceux qui étaient plus aisés. Qu'est-ce qui se passait dans cette école ? Qu'est-ce qu'on y faisait ? La primauté était donnée à l'éducation du mouvement, du souffle, et il y avait du reste une Anglaise qui faisait l'éducation du mouvement, Miss Pledge, qui a laissé un nom, et les enfants devaient effectivement atteindre une certaine maîtrise du geste, du souffle, et des séances de relaxation, de gymnastique, de jeux chantés, de danse, pratiquement quotidienne pour chaque classe. On y apprenait l'anglais aussi le plus tôt possible. Quel âge avaient les enfants dans cette école ? Dès l'école maternelle jusqu'à l'entrée en 6e. En quelle année fut créée cette école ? En 47 ou 48. Et elle s'est arrêtée en 62, au moment où la législation a changé. Mon père arrivait à la fin de sa vie active et n'a pas souhaité poursuivre cette école en 62. Voilà. Je me souviens à chaque sortie de ces ouvrages. Ma mère me les lisait. Je me souviens du jour où le Martin Pêcheur est sorti de presse. J'ai pleuré comme tout, parce que quand Martin meurt et que sa Martine est toute seule, ou c'est l'inverse, je ne me souviens plus très bien, c'était vraiment la tristesse profonde qui s'est emparée de moi. Ces livres étaient bouleversants dans la mesure où on ne pouvait pas faire l'économie de son émotion. J'ai beaucoup aimé Panache qui, justement, prend la poudre d'escampette pour fiche le camp de sa cage. Ça me plaisait beaucoup aussi. Et bien sûr, Frou le lièvre qui tombe amoureux de Capucine. C'est merveilleux et c'est un petit roman d'amour délicieux à la portée de la sensibilité des enfants. Ils se perdent et vont enfin se retrouver un soir au clair de lune et c'est fantastique. Et ils vont se retrouver, ils s'étaient perdus et les voilà à nouveau réunis. Merveilleux. Alors c'est l'enthousiasme qui s'empare du lecteur à ce moment-là. Vous avez l'air très ému. Est-ce que les livres du Père Castor sont seulement pour les enfants ?
Je crois qu'un bon livre est à la fois pour les enfants et pour les adultes. Peut-être pas tous, mais quand même. Si un livre d'enfant est réussi, il doit plaire aux adultes. En combien de langues a-t-on traduit le Père Castor? En 15 ou 20 langues, je ne sais pas, j'ai pas la liste, mais énormément. Et récemment encore, Panache vient d'être traduit en coréen, il a été traduit en japonais, il a été traduit en allemand, en tchèque, et même en suédois ou en norvégien, je me souviens plus. Est-ce que Père Castor aujourd'hui offre ce qu'il a toujours offert aux enfants? Vous me posez une question difficile. Parce que effectivement, je ne retrouve pas dans la production actuelle les intentions du départ. Mais les classiques tiennent le coup et ont toujours autant de succès auprès des enfants. Par conséquent, il reste quelque chose du Père Castor qui est toujours vivant. Pourriez-vous nous parler de l'exposition qui a lieu actuellement à South Kensington, à l'Institut français? Eh bien, cette exposition, elle existe parce que Michael Rosen est passé en Limousin cet été, je crois bien, ou au printemps, et qu'il a visité la maison du Père Castor, qui existe maintenant depuis 6 ans, et qui rassemble toutes les archives, toutes les notes de travail du Père Castor, et pas mal d'originaux également. Et Michael a dû avoir une bouffée d'émotion en voyant tous ces ouvrages rassemblés et a absolument tenu à ce que nous soyons parmi vous aujourd'hui. Alors j'en profite pour le remercier très chaleureusement de cette initiative. Vous verrez dans l'exposition quelques panneaux qui rappellent l'histoire de cette aventure pédagogique avant d'être une aventure éditoriale, tout en étant aussi une aventure éditoriale. Et également, nous avons rassemblé les ouvrages qui ont été traduits dans la langue de Shakespeare. Vous allez donc retrouver Martin Pêcheur, Plouf le canard sauvage qui pique et d'autres titres qui sont accompagnés de la version française.